Il y a des hommes que les États cherchent pendant des décennies. Et puis il y en a d'autres que les États font semblant de chercher. La différence entre les deux, c'est souvent invisible. C'est dans les délais, dans les ratés inexpliqués, dans les coïncidences qui s'accumulent un peu trop proprement. Joaquín Guzmán Loera a été arrêté 3 fois. Il s'est évadé 2 fois. La 3e arrestation, ce n'est pas un agent des forces de l'ordre qui l'a rendu possible. C'est un moteur de voiture en panne. Prenez le temps d'y penser. L'homme le plus recherché du monde, capturé parce qu'une voiture volée n'a pas démarré. Ce dossier ne parle pas d'un baron de la drogue. Il parle d'un système, d'un pays, d'une frontière entre ce qui est montré et ce qui est réel. Et de la question que personne ne pose jamais assez clairement. Pourquoi a-t-il fallu si longtemps ? La Sierra Madre Occidentale du Mexique. Ce n'est pas une région qu'on peut comprendre depuis une carte. Les villages qui s'y trouvent existent en dehors de beaucoup de choses, de l'État, de l'école, de ce qu'on appelle communément la légalité. Ce n'est pas un jugement, c'est une géographie sociale. Dans ces endroits, le commerce de drogue n'est pas une déviance, c'est une tradition, une économie, un héritage transmis comme d'autres transmettent un métier. Guzmán naît en 1957 dans un village appelé La Tuna. Il ne finira pas l'école primaire. Ce qu'il apprend à la place, c'est le terrain, les connexions, la discrétion, et quelque chose de plus difficile à nommer, une façon de lire les gens, de comprendre qui peut être acheté, qui peut être utilisé, qui doit être éliminé. Il grandit dans les champs de marijuana et de pavot, pas comme une métaphore, littéralement. C'est le travail familial. Il y a des mains dans la terre avant même qu'il y ait une ambition dans la tête. Mais l'ambition vient. Elle vient vite. Ce qu'il fait ensuite est presque clinique dans sa logique. Il s'approche des structures existantes. Il se rend utile. Il règle des problèmes. Mais en vrai, c'est des choses secrètes ou malhonnêtes qu'on ne veut pas dire. Dans le monde des cartels mexicains des années 80, la fiabilité est une monnaie rare. Guzmán la possède. Et il l'utilise pour monter. Il finit par intégrer le cartel de Guadalajara, l'une des organisations criminelles les plus puissantes de l'époque. Puis, quand le chef tombe, il ne disparaît pas dans son ombre. Il construit la sienne. Le cartel de Sinaloa naît de cette transition. Avions, camions, rails, tunnels creusés sous la frontière. Une logistique pensée avec une précision que beaucoup d'entreprises légales ne maîtrisent pas. Et puis, il y a l'aéroport de Guadalajara. 1993. Un incident qui, encore aujourd'hui, résiste à une lecture simple. Le 24 mai 1993. Le cardinal Posadas Ocampo va à l'aéroport de Guadalajara. Il veut accueillir le représentant officiel du pape. Il porte sa robe, il est dans sa voiture. Il sera abattu de 14 balles à bout portant. La version officielle est la suivante. Les frères Arellano Félix, chefs du cartel de Tijuana, ennemi juré de Guzmán, étaient là pour l'assassiner. Ils se seraient trompés de voiture. El Chapo conduisait le même modèle, une Mercury Grand Marquis blanche. La confusion aurait coûté la vie au cardinal. Voilà ce qu'on nous dit. Mais il y a plusieurs problèmes avec cette version. Le premier point, 14 balles, à bout portant, sur un homme en robe rouge. L'erreur d'identification dans ces conditions demande un niveau d'incompétence difficile à attribuer à des tueurs professionnels. Le deuxième point, plus tard, des experts indépendants en médecine légale diront que le cardinal a sûrement été visé exprès. Le troisième, et c'est là que le terrain devient instable, l'archevêque qui lui succède fera une déclaration publique, année après. Il affirmera que le meurtre de Posadas était un crime d'État, que le cardinal avait dénoncé des liens entre des fonctionnaires mexicains et des cartels, que c'est pour ça qu'il est mort. Je ne vous dis pas que c'est vrai, je vous dis que c'est ce que son successeur a déclaré publiquement, et que personne n'a vraiment répondu à cette déclaration. Ce qu'on sait avec certitude, après l'incident, une prime est mise sur la tête de Guzmán. Il est arrêté 2 semaines plus tard au Guatemala. Il nie toute responsabilité dans la mort du cardinal. Les autorités le croient ou font semblant. Il est en prison pour 20 ans à cause de la drogue. Mais 20 ans, cela peut passer plus ou moins vite. Puente Grande. Prison à haute sécurité. Guzmán s'en va. La version officielle. Un gardien corrompu, un chariot à linge, un coffre de voiture, une porte qui ne se referme pas. Simple. Presque folklorique. Plusieurs journalistes et auteurs ont creusé cette version. L'un d'eux fait une remarque importante. Les contrôles de sécurité de la prison avaient des capteurs de chaleur et de mouvement.
C'est le genre de système très sensible qui repère même un chat. Ce n'est pas le genre de système qui laisse passer un chariot avec un humain caché dedans. D'autres suggèrent que Guzmán serait sorti en uniforme de policier, escorté, par des officiers. Ce qui est incontestable, il est sorti. Et le système qui était censé l'en empêcher ne l'a pas fait. Dans les années qui suivent, le Mexique entre dans une période de violence extraordinaire. Le président Calderón déclare la guerre au cartel en 2006. Ce qui se passe ensuite est documenté. Plus de 160 000 morts entre 2007 et 2014. Dans ce chaos, Guzmán prospère. Il absorbe les territoires des organisations affaiblies. Le cartel de Sinaloa devient le premier fournisseur de drogue aux États-Unis. Cocaïne, héroïne, méthamphétamine, fentanyl. Présent dans 50 pays. Des milliards de dollars par an. Forbes le classe parmi les milliardaires mondiaux. C'est une anecdote qu'on cite souvent pour son côté absurde. Mais ce qu'elle dit réellement, c'est autre chose. Le monde sait qui il est. Et il est toujours libre. À un moment donné, un agent de la DEA nommé Andrew Hogan réalise quelque chose d'étrange. Il n'y a pas de groupe de travail pour capturer El Chapo. Pas d'équipe dédiée. Pas même un seul agent fédéral officiellement assigné à ce dossier. L'homme le plus recherché du monde, et personne n'est formellement en charge de le trouver. Hogan apprend l'espagnol. Il déménage à Mexico avec sa famille. Il commence à construire quelque chose à partir de rien. Ce qu'il fait ensuite est d'agir calmement et de manière très organisée. Il se rapproche doucement du groupe visé, en notant précieusement toute leur façon de communiquer, leurs habitudes et leurs secrets pour bien les connaître. Il y a plusieurs occasions ratées. Des descentes sur des propriétés où Guzmán était présent quelques heures avant. Des soldats ont découvert une baignoire posée bizarrement sur le sol. En fait, elle cachait l'entrée d'un tunnel secret qui menait aux égouts de la ville. Les soldats se demandent toujours comment la personne cachée dans le tunnel savait à quel moment ils allaient arriver. La capture de 2014 se fait à Mazatlan, chambre 401 d'un hôtel côtier. Guzmán est avec sa famille. Il se barricade dans la salle de bain avec un fusil d'assaut. Sa femme négocie pour ses filles. Il capitule. Hogan monte dans un avion avec sa famille le soir même. Il a eu peur pour eux tout le long. Guzmán, lui, est transféré à Altiplano, la prison la plus sécurisée du Mexique. Et les États-Unis demandent son extradition. Et maintenant, les éléments qui méritent d'être énoncés clairement. Les gardes regardent leurs écrans pendant que Guzmán disparaît. Il leur faut 20 minutes pour vérifier la cellule, puis quelques minutes supplémentaires avant d'entrer. Un tunnel de 500 mètres, avec de l'électricité, une ventilation, une infrastructure ferroviaire, construit en un an sous une prison sécurisée. Plusieurs détenus ont signalé les bruits. Les gardes n'ont pas enquêté. Après l'évasion, le directeur de la prison est licencié. 2 membres des services secrets mexicains en poste à la prison sont inculpés. 2 gardes de la salle de contrôle sont accusés d'avoir délibérément retardé l'alerte. Une majorité de Mexicains, selon des sondages de l'époque, ont estimé que l'évasion était une affaire intérieure, un arrangement, pas une fuite. Je ne vous dis pas que c'est la vérité, je vous dis que c'est ce que beaucoup de gens ont pensé, et que les éléments du dossier ne rendent pas cette hypothèse absurde. Voici l'une des séquences les plus étranges de ce dossier. En fuite, recherché par 2 pays, Guzmán décide qu'il veut un film sur sa vie. Il entre en contact avec une actrice mexicaine, Kate del Castillo. Elle arrange une rencontre. Sean Penn, acteur américain prix Oscar, s'y rend et interviewe Guzmán pour le Rolling Stone. Ce qui est remarquable, ce n'est pas que l'interview ait eu lieu, c'est ce que les autorités ont fait avec. Selon des sources gouvernementales, les services mexicains surveillaient les déplacements de Penn et de del Castillo depuis le début. Chaque mouvement, chaque contact. Pas pour les arrêter, pour remonter jusqu'à Guzmán. Penn publie l'article. Le Monde le lit. Et quelques mois après, les forces spéciales mexicaines localisent Guzmán dans les montagnes du Sinaloa. Il tombe d'une falaise en essayant de fuir. Son garde du corps le porte dans la forêt. Il échappe à nouveau. Janvier 2016, Los Mochis, ville côtière. Une commande de tacos depuis un van blanc. Un témoin reconnaît le conducteur comme l'un des hommes de Guzmán. Les marines surveillent le van. Le van mène à une planque. L'assaut commence. Les hommes du cartel résistent depuis l'intérieur. Guzmán s'échappe, encore une fois, par un tunnel sous l'évier de cuisine. Il ressort dans une bouche d'égout, en face d'un Walmart.
Il s'empare d'une voiture. Il conduit quelques centaines de mètres. La voiture tombe en panne. Il essaie d'en voler une autre. Trop tard. La police l'encercle sur l'autoroute. Il dit aux officiers « Vous allez tous mourir ». Il dit que 40 de ces hommes arrivent. Il le transfère aux Marines avant que ça devienne une négociation. En 2019, un tribunal fédéral américain le condamne à la prison à vie. Il est aujourd'hui incarcéré à ADX Florence, Colorado, le supermax américain. Le cartel de Sinaloa continue d'opérer. Certains de ses fils ont pris des positions dans la structure. Le trafic de fentanyl vers les États-Unis n'a pas diminué. Ce dossier n'est pas l'histoire d'un homme extraordinairement malin qui a déjoué un État. C'est l'histoire d'un État qui a, pendant des décennies, été incapable, ou peu désireux, de résoudre un problème qu'il connaissait précisément. Et la frontière entre l'incompétence et la complicité est une ligne que les archives ne permettent jamais de tracer tout à fait nettement. Ce qu'on sait, il a fallu une montre GPS, un acteur hollywoodien et un moteur en panne pour finalement arrêter l'homme le plus puissant du trafic de drogue mondial. À un moment ou un autre, il faut se demander ce que ça dit, non pas de lui, mais des institutions qui étaient censées l'arrêter. C'est une question à laquelle ce dossier ne répond pas, parce que les archives ne répondent jamais vraiment à ce genre de questions. Elles les posent.